Et encore une fois, le jeune homme s'est retrouvé ici, et son simple séjour l'a rendu si triste. Une fois de plus, une île noyée dans la fumée apparut devant ses yeux. Les ruines de bâtiments de style occidental semblaient voler tout autour, indiquant que l'endroit était désert. Mais soudain, alors que l'endroit était plongé dans un silence de mort, au loin, le gars vit deux lumières vives qui ressemblaient aux yeux maléfiques de quelqu'un. À ce moment-là, la fumée commença à se dissiper et une silhouette inconnue devint clairement visible au loin. En regardant de plus près, le garçon vit un homme grand et fort, au torse nu, qui, le regardant droit dans les yeux, lui demanda de s'approcher. Et sans attendre que le gars s'approche, l'homme a semblé voler vers lui et a très clairement déclaré qu'il l'attendrait au bord de l'enfer. Ces mots semblèrent faire frissonner le garçon, qui n'arrivait pas à croire que cela puisse arriver. Et avant qu'il puisse comprendre quoi que ce soit, le jeune homme s'est soudainement réveillé dans son lit. Ayant repris ses esprits, le gars réalisa finalement qu'il s'agissait encore d'un rêve étrange. « Sora, on est en retard !» crièrent-ils depuis l'autre pièce, et le jeune homme, se retournant, cria qu'il arrivait déjà, alors qu'en réalité, il ne voulait pas se lever du tout. Il n'arrêtait pas de penser au rêve et à l'homme qu'il semblait connaître. Mais la question restait de savoir de quel genre d'enfer parlait l'étranger. Alors qu'il faisait sa routine matinale et se regardait dans le miroir, le gars se demandait s'il avait trop étudié, s'il faisait des rêves aussi inhabituels. Le jeune homme était tellement emporté par ses pensées qu'il n'a même pas remarqué son père sortir de la douche. « Dis donc, Sora, as-tu dormi trop tard aujourd'hui ?» demanda l'homme d'un ton joyeux en tapotant la tête de son fils. Mais le garçon n'apprécia pas, car à 15 ans, il ne se considérait plus comme un enfant. Le père de Sora n'a même pas pris en compte les paroles du garçon et a simplement ri, lui suggérant de jeter un œil à ses muscles. Mais le garçon a continué sa routine matinale et sans regarder l'homme, a dit que s'il n'était pas blotti dans un petit appartement, il n'aurait pas à voir son père nu tous les jours, ce à quoi l'homme a promis que dès qu'il serait riche, il achèterait une grande maison. L'homme a même rappelé qu'alors le gars et Ricky auraient leur propre chambre, mais Sora en entendait parler depuis 5 ans déjà et ne croyait pas vraiment que cela arriverait un jour. Tandis qu'il se lavait le visage, le garçon pensait à quel point la vie était devenue plus facile depuis que Ricky avait rejoint l'armée. Mais son frère était là depuis 3 ans déjà. Sora lui-même avait également prévu de rejoindre l'armée. Mais alors le gars devrait dire adieu à la vie sauvage qu'il menait tous les jours. Le jeune homme ne supporterait pas de voir son père un peu fiable, qui plaisante beaucoup. Et j'ai aussi dû dire au revoir à ma mère stricte, mais très aimante. Pourtant, Sora était heureux de vivre avec une telle famille, souhaitant que ses jours ne finissent jamais. Cependant, le gars a toujours su que la vie paisible prendrait fin tôt ou tard. Puis, l'un des jours les plus calmes, la terre a commencé à trembler et quelque chose s'est produit auquel Sora ne s'attendait pas du tout. Au milieu de la ville, sortie de nulle part, une immense tour s'est élevée. C'était un choc pour le gars, car ce n'est pas souvent qu'on voit des choses aussi inhabituelles. À cette époque, Sora n'avait aucune idée à quel point l'apparition de cette tour allait changer le cours de l'histoire humaine. Des chasseurs militaires sont immédiatement apparus dans le ciel, se dirigeant vers la tour. Mais le gars a très clairement compris une chose. La tour était certainement liée d'une manière ou d'une autre à ses rêves troublants. Dès que la tour est apparue, le frère du garçon a immédiatement appelé sa famille et lui a dit que tout allait bien et qu'il devait simplement suivre les ordres des forces d'autodéfense et qu'il pourrait alors rentrer chez lui. Ricky a promis à ses parents et à son frère qu'il reviendrait certainement à la maison, mais il était clairement audible que sa voix était faible. Après cette soirée, ils ont perdu contact avec lui, ce qui a laissé toute la famille désespérée et ne sachant pas quoi faire ensuite. Les informations indiquaient que les gens n'étaient pas en danger et devaient rester chez eux. Mais cela a duré jusqu'à ce que les nouvelles deviennent de plus en plus alarmantes, où l'on disait qu'il y avait déjà 20 tours. Et ensuite, la diffusion s'est complètement arrêtée. La même information a commencé à être transmise à la radio. Et puis l'ordre d'évacuer est arrivé et les gens du pays ont commencé à fuir. Le père commença immédiatement à se préparer, et la mère laissa une lettre sur le lit pour son frère, disant qu'ils étaient allés se mettre à l'abri. Et la famille s'est dirigée vers un endroit sûr, emportant uniquement le strict nécessaire dans de grands sacs à dos. Sora continuait de regarder autour de lui pendant qu'il marchait, et tout ce qu'il voyait semblait indiquer quelque chose. Beaucoup de matériel militaire passait à côté de lui, et en regardant à l'intérieur, Sora vit comment le désespoir était écrit sur les visages des soldats qui passaient. Leurs voitures étaient marquées d'horribles marques de griffes, et de l'intérieur venait une odeur nauséabonde de décomposition. Le père du garçon a également vu tout ce qui se passait
et s'est demandé ce qui se passait, s'inquiétant pour son fils aîné qui n'a jamais pu rentrer à la maison. Une salle de sport située près du domicile familial est devenue un abri d'évacuation temporaire. L'abri était rempli de réfugiés qui avaient installé leurs tentes et leurs matelas directement sur le sol. Mais Sora remarqua que dans une pièce aussi grande, c'était assez calme. Les gens ne disaient rien, et c'était comme si tout le monde attendait sa mort. Mais même dans un tel silence, il y avait des fauteurs de troubles. Ils ont essayé par tous les moyens possibles de faire connaître leur présence. L'un d'eux était un homme grand et audacieux qui volait du pain même aux plus petits. Voyant un petit garçon assis par terre sur le point d'ouvrir un paquet de nourriture, le gars l'a attrapé par la main en criant que le garçon volait son pain. Pour détourner les soupçons de lui-même, le gars a crié que tout le monde avait reçu un pain et que le garçon avait soi-disant déjà mangé le sien. Voyant qu'il ne voulait pas lui donner à manger, l'homme a frappé le garçon à l'estomac de toutes ses forces, faisant tomber le paquet de pain au sol. Les gens assis à proximité ont remarqué cette situation. Mais personne n'est intervenu et ont simplement haleté. Tout le monde s'est immédiatement détourné. Ce n'était qu'à l'avantage du garçon, et, heureux d'être dans une situation gagnante, il saisit la main du garçon encore plus fort et commença à tirer dessus. Se penchant vers le garçon effrayé, le gars lui demanda sournoisement s'il accepterait de prendre le pain, et le garçon n'eut d'autre choix que d'accepter juste pour qu'il le laisse tranquille. Réalisant que le pain était désormais le sien, le méchant rit sournoisement en regardant l'enfant sans défense. Et avant de partir, le gars a dit au garçon d'un ton moqueur de ne pas se plaindre, car cela ne durerait pas longtemps de toute façon. Mais soudain, le père de Sora apparut derrière lui et demanda avec beaucoup d'assurance et de menaces pourquoi ils faisaient cela, puisqu'ils n'étaient pas tous dans la meilleure situation. Le gars n'a même pas cligné des yeux et, se tournant vers l'homme, lui a dit de s'inquiéter pour lui-même, l'appelant un vieil homme. Le père du garçon ne put supporter cette attitude et haussa le ton, criant à l'homme impudent de rendre le pain. Le gars n'avait visiblement peur de rien et n'a même pas écouté l'homme, mais a simplement balancé son bras pour le frapper. Le père de Sora réagit rapidement, arrêtant le coup qui s'approchait de lui et donnant à l'intimidateur un dernier coup plus dur. Le gars est immédiatement tombé au sol et, à cause de la force du coup porté à son visage, il n'a même pas pu se relever. L'homme, s'étant assuré d'avoir traité le coupable, put finalement rendre le pain au garçon sans défense. Et finalement, le père de Sora regarda d'un air menaçant le garçon, qui restait allongé sur le sol. L'impudent, ne voulant pas être frappé à nouveau, garda simplement le silence. Ne voulant pas faire face à cela, le gars s'est lentement levé et, crachant aux pieds de l'homme, s'est éloigné. Sora courut rapidement vers son père, exprimant son excitation. L'homme, remarquant l'agitation de son fils, le calma immédiatement en lui disant qu'il garderait un œil sur le garçon impudent afin qu'il ne dérange personne d'autre. Mais Sora, voyant qui exactement intimidait le garçon, réalisa qu'il n'oublierait jamais ce type même après sa mort. C'est Eiji Kagawa qui a rendu Sora incapable de bouger. Ce salaud qui prenait plaisir à torturer le gars de la manière la plus cruelle. Et à partir de ce moment-là, sa vie s'est transformée en horreur. Et être à l'école est devenu tout simplement insupportable. Sora n'eut pas le temps de se plonger dans ses souvenirs avant qu'un soldat ne se précipite soudainement dans le bâtiment de l'abri, déclarant une notification urgente. Le soldat a crié avec anxiété que tout le monde devait immédiatement quitter l'abri d'évacuation par la porte arrière et monter dans l'un des camions, et a commencé à diriger tout le monde vers la sortie. Mais les habitants restèrent là, interrogateurs, et commencèrent à se demander pourquoi ils devaient partir. Mais l'homme en uniforme a déclaré qu'il s'agissait d'informations confidentielles et qu'il ne pouvait pas en donner la raison. Un homme qui ressemblait à une personne importante sortit de la foule et commença à montrer son mécontentement. L'homme en costume a commencé à crier qu'ils avaient d'abord été enfermés chez eux pendant 2 jours, puis évacués ici. Mais il ne pouvait rien dire. Et criant aux soldats pourquoi il payait des impôts, il jeta son sac par terre, effrayant tout le monde autour. Soudain, tout le monde entendit des bruits étranges venant de l'extérieur. Le soldat commença alors à crier de panique, ordonnant à tout le monde de courir, disant qu'ils étaient déjà là. Sora a immédiatement demandé à sa mère et à son père de partir immédiatement, craignant que quelque chose de terrible ne se produise. Et en regardant l'endroit d'où venaient les bruits, le gars avait définitivement un mauvais pressentiment. En entendant le bruit, le soldat s'est précipité et a commencé à tenir les portes, criant qu'il essaierait de les retenir pendant que les autres montaient dans le camion. Mais la porte ne put être retenue longtemps. Elle fut rapidement abattue et des créatures semblables à des humains, mais avec des cornes, en apparurent. Le premier à entrer dans la pièce fut une créature avec d'énormes crocs,
des yeux menaçants et une cicatrice sur la moitié du visage, qui voulait clairement tuer tout le monde. Sora regarda les attaquants et se figea, ne comprenant pas ce qui se passait ici. Les gens se sont dispersés en criant, juste pour éviter de tomber entre les mains des monstres. Les parents de Sora ont couru devant et ont essayé par tous les moyens de crier à leur fils de courir plus vite. Pendant ce temps, les gens effrayés couraient aussi vite qu'ils le pouvaient et montaient dans les camions qui étaient déjà prêts à partir. Sora n'a pas pu arriver à temps, et voyant qu'il restait peu de place dans les camions, il a crié à ses parents de monter en premier dans la voiture. Après s'être assuré que ses parents étaient montés, le garçon a commencé à monter lui-même. Voyant qu'il lui était difficile de grimper, le père du garçon lui tendit rapidement la main et commença à l'aider. Mais les gens qui étaient déjà à l'intérieur, par peur que les monstres les rattrapent, ont commencé à crier qu'il n'y avait plus de place et que le gars devait se perdre. Sora réalisa qu'il ne servait à rien de se battre pour une place dans la voiture et qu'il devait trouver quelque chose. Retirant sa main, le garçon courut vers un autre camion, criant à sa mère et à son père pour qu'ils ne le perdent pas. Il n'y avait pas non plus de siège dans la voiture à côté de la mienne, et tout le monde se précipitait pour fermer les portes. Puis le gars a décidé de courir jusqu'à ce qu'il voie un camion libre. Et après quelques secondes, Sora a finalement pu grimper à l'intérieur, pensant que le danger était passé. Les gens étaient tellement pressés qu'ils ont même poussé les autres devant eux. C'est pourquoi Sora n'a pas pu grimper tout de suite. Mais soudain, une main secourable apparut devant ses yeux. Le gars heureux a immédiatement commencé à remercier pour l'aide et est rapidement monté dans le camion. Mais le sourire du gars a immédiatement disparu lorsqu'il a vu qui exactement l'aidait. Sora ne pouvait même pas bouger de peur, réalisant qu'il ne serait en sécurité nulle part. Devant ses yeux se tenait Eiji Kagawa, qui souriait d'un grand sourire narquois et regardait le garçon avec des yeux avides. Eiji, tenant toujours la main du garçon, lui cria de mourir à la place de son père et le poussa hors du camion. Sora pensait que c'était la fin et tomba au sol et ne put même pas se relever à cause des gens qui couraient trop vite. Tout le monde courait devant lui et personne ne voulait même aider ce gars sans défense. Toujours allongé sur le sol, Sora attrapa sa tête pour se protéger d'un coup accidentel et commença à penser qu'il était trop tôt pour qu'il meure. Espérant que quelqu'un viendrait l'aider, le jeune homme ferma les yeux, incapable même de se lever. Et ouvrant un œil, Sora vit au milieu de la foule les jambes de quelqu'un, qui ressemblait davantage aux jambes d'un fantôme. En levant la tête, le gars vit le même homme qui était venu à lui dans son rêve. Mais cette fois, l'étranger était comme un fantôme, et les gens qui couraient devant lui ne le remarquèrent pas. L'homme fixait le menteur et semblait dire dans sa tête qu'il l'attendrait au bord de l'enfer. Soudain, tout changea autour de lui, ouvrant complètement les yeux, Sora, continuant à se presser contre le sol, réalisa que l'asphalte s'était soudainement transformé en sable poussiéreux et les cris des gens s'éteignirent. Le gars a commencé à penser que c'était un rêve et, craignant de se lever, il a commencé à regarder autour de lui. Alors que Sora essayait de comprendre ce qui se passait, il entendit quelque chose voler vers lui du coin de son oreille, et quand il regarda, il vit un gros marteau en pierre attaché avec une corde. Une grande hache frappa juste à côté du visage du gars, l'étourdissant rapidement. En se retournant, Sora vit un gobelin vert qui voulait clairement tuer le garçon. Le garçon s'est immédiatement mis à courir, ne comprenant pas où se trouvaient sa mère et son père et pourquoi il était seul ici. Le gobelin, décidant de ne pas courir après le gars, lança simplement sa hache de pierre après lui. L'arme a volé à quelques centimètres de Sora, lui laissant une petite coupure. Le marteau a frappé le sol de toute sa force et a perdu un petit morceau de pierre. Après avoir ramassé l'arme, le gobelin a continué à courir après le gars, qui n'arrêtait pas de se demander pourquoi le monstre courait après lui. Le gobelin continua d'accélérer, affichant un sourire féroce. Sora, voyant que le monstre avait abandonné son marteau et continuait d'avancer vers lui, se demanda ce qui se passait. La vie du gars a commencé à changer en quelques secondes lorsqu'une énorme tour est apparue dans la ville, surgissant de nulle part. Puis ce salaud est arrivé et a jeté le jeune homme hors du camion. Et puis il y avait cet étrange vieil homme qui est apparu d'abord dans un rêve, puis dans la vraie vie. Et maintenant, un gobelin féroce court après lui, voulant le tuer pour une raison quelconque. Sora, réalisant qu'il ne pourrait pas courir longtemps, décida d'agir différemment. Saisissant un éclat de marteau, le gars se retourna brusquement et se jeta sur le monstre, commençant à frapper sans pitié le gobelin à tous les endroits de son corps. Finalement, Sora abattit son tueur et s'assit simplement devant le corps sans vie, réalisant qu'il avait survécu et commis son premier meurtre. Après avoir examiné l'étranger,
Le jeune homme a remarqué qu'il ressemblait à un personnage du jeu et a également vu le numéro sur sa poitrine. Mais ce qui a commencé à se passer ensuite a fait reculer le gars, très effrayé. Un objet noir inconnu, semblable à un cristal, commença à sortir de la plaie ouverte sur la poitrine du gobelin. Le visage du gars exprimait une surprise folle face à ce qu'il voyait. La blessure du gobelin commença à devenir bleue tandis qu'un objet étrange s'envolait, s'élevant dans les airs. Le cristal noir s'éleva de plus en plus haut jusqu'à atteindre le niveau du visage de Sora. Et de manière inattendue pour lui, l'objet a volé avec une grande force directement dans sa poitrine, obligeant Sora à se recroqueviller sur place. Un objet inconnu y est entré, mais n'a laissé aucune trace. Et puis, les blessures sur le corps du gars ont commencé à guérir d'elles-mêmes, le déroutant encore plus. Sora commença à se sentir beaucoup plus fort. Et après avoir retiré le marteau du gobelin mort, le gars a conclu qu'en battant des ennemis, son niveau augmente, tout comme dans le jeu. Laissant le cadavre sur le sol, Sora continua son chemin, pensant qu'il y avait certainement d'autres personnes sur cette petite île. Il devrait donc regarder autour de lui pour éviter d'être à nouveau attaqué. Après s'être mis en route, le gars n'a vu que du désert et des ruines de maisons abandonnées. Sora a fait tout le tour, mais il n'y avait toujours pas de monstres ni d'autres routes. Mais soudain, le gars est tombé sur une étrange route menant à travers l'arche en ruine d'un vieux bâtiment en pierre. Il n'y avait qu'une seule sortie de cette arche, d'où un escalier peu sûr menait vers le bas. En approchant du bord même de l'île, Sora jeta un coup d'œil attentif aux escaliers, dont les marches semblaient reflotter dans l'air. Les marches n'étaient attachées à rien et restaient en lévitation dans les airs, encerclant l'île noyée dans les nuages. Cette conception semblait très douteuse et suspecte au gars. Mais réalisant qu'il n'y avait pas d'autre issue, Sora commença à faire des pas prudemment, tenant fermement le marteau dans sa main, s'attendant à une sorte de piège. Dans les jeux, une telle zone est le territoire du monstre principal, et le gars pourrait simplement réapparaître s'il tombait. Il n'y avait pas le temps de vérifier si ce monde ressemblait à un jeu ou non, et le gars a quand même décidé d'être prudent. Comme Sora le pensait, les escaliers se terminèrent finalement près d'une entrée inconnue d'un bâtiment en pierre. Faisant preuve de la même prudence, le gars regarda à l'intérieur, s'attendant à chaque fois à un danger. En descendant plus loin dans le tunnel, Sora se dirigea vers la lumière tout au bout. En entrant dans une autre pièce, le jeune homme vit une grande torche brûlant d'un feu vif. La torche se tenait sur un piédestal sur lequel se trouvait la dalle, et derrière lequel se trouvaient de grandes portes fermées, sur la dalle elle-même, et en s'approchant, Sora vit des lettres qu'il n'avait jamais vues auparavant. Mais les lettres formaient des mots que le cerveau du garçon comprenait d'une manière ou d'une autre. Les mots disaient que les fragments appartenaient à leur porteur, et qu'en rassemblant tout, on pouvait obtenir le droit de quitter l'abîme. Il est devenu clair que Sora était tombé dans l'abîme et devait récupérer tous les fragments pour en sortir. Maintenant, le gars était motivé, sachant qu'il y avait un moyen de sortir d'ici. Si vous y réfléchissez, ce monstre n'était pas si fort et le jeune homme avait toutes les chances de sortir d'ici vivant. Et plein de confiance, le gars a ouvert les portes menant vers l'inconnu. On ne savait pas quelle force serait nécessaire pour traverser toutes les îles, mais Sora était prêt à tout après aujourd'hui. Le premier niveau des pauvres était un territoire d'une superficie de 900 mètres carrés, et le numéro qui était gravé sur le corps de ce monstre était celui romain. Le deuxième étage occupait 1800 mètres carrés, et le monstre portait le numéro 2. Le troisième était 3600, et sur l'un des monstres, le numéro 3 était visible. Les fragments n'étaient présents que dans les corps des monstres numérotés. Ils étaient la clé pour passer au niveau suivant. Et plus le nombre est élevé, plus le monstre est fort. Mais ce qui inquiétait le plus le garçon était que ces clés devenaient de plus en plus difficiles à trouver. La superficie des niveaux doublait à chaque fois, tout comme le nombre de monstres autour. Sora était déjà fatigué à ce moment-là, mais il continuait à bouger pour sortir, dans l'espoir de pouvoir retourner dans sa ville et voir ses parents. Cependant, sa force fut rapidement restaurée, car plus le monstre était fort, plus il devenait fort. Au fur et à mesure que nous avancions dans les niveaux, nous rencontrions des monstres de plus en plus diversifiés. Pendant ce temps, l'homme inconnu qui était venu voir le gars dans son rêve l'attendait sur une haute montagne. Au 12e étage, Sora a rencontré les monstres qui ont attaqué l'abri ce jour-là. Mais maintenant, ils n'étaient plus de taille face à lui et le gars s'est occupé des mauvais esprits assez rapidement. Pendant le temps qu'il a passé dans ce monde, les cheveux de Sora ont commencé à pousser, changeant progressivement de couleur pour devenir blancs, et le nombre de monstres est devenu si grand que ses sens ont commencé à s'émousser. Leur nombre a commencé à augmenter jusqu'à dépasser le 1 million. Et lorsque Sora atteignit le 30e niveau,
le nombre de monstres atteignit 500 millions. Trouver une clé est devenu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Certains des monstres porteurs de clés étaient gardés par des groupes d'autres monstres, et d'autres se cachaient dans de minuscules grottes. Mais ce qui irritait le plus le gars était le temps qu'il fallait pour les tuer. Cependant, Sora continua d'avancer et d'avancer. Il n'avait qu'un seul objectif, sortir d'ici. Et pour cela, le gars a littéralement marché sur la tête de ces monstres assoiffés de sang. Tuer sans pitié chaque porteur de clés, tout en continuant d'avancer. Au fil des batailles, Sora est devenu plus fort. Son corps a acquis une apparence plus musclée et ses cheveux semblaient en repousser plus longtemps à chaque bataille. Chaque type de monstre était complètement différent. Certains marchaient sans pitié sur le sol en émettant des sons terribles, et certains volèrent dans le ciel en déployant leurs grandes ailes. Un tel nombre de morts vivants est devenu un peu difficile pour le gars, comme s'il devenait déjà fou à cause de la monotonie de ses actions. Tout autour changeait à peine d'apparence, et la tête du gars commençait à bouillir dans la même zone. Au 42e étage, il se demanda en quelle année on était et coupa rapidement sa propre question, puisque la notion de temps n'avait plus d'importance. Il ne restait ici que la mort et le carnage, et afin de comprendre d'une manière ou d'une autre le passage du temps, Sora trouva une énorme dalle. Sur cette dalle, il commença à gratter des bâtons comme s'il comptait les jours, bien que, dans l'essence, le temps et son cours n'étaient pas importants. Les monstres, à ce moment-là, attendaient déjà pour l'attaquer et marchaient lentement vers lui. Soudain, alors que le gars réfléchissait à son séjour ici, quelqu'un de très grand se tenait derrière lui. C'était un énorme monstre avec une tête de sanglier et un gros ventre, et dès qu'il a vu le jeune homme, il a immédiatement balancé son marteau. Et il frappa le garçon sans même penser à la force de son adversaire. Sora esquiva rapidement le coup et sauta vers la bête, lui déchirant le ventre. Et puis, le gars s'est occupé des monstres suivants. Après avoir arraché la tête d'un autre mort-vivant, Sora reprit son souffle. Le gars se souvint du nombre de monstres qu'il y avait à la fin. Une fois rétabli, la première chose qu'il fit fut de retourner au fourneau, et il commença à nouveau à y graver une nouvelle entaille. En voyant le nombre de bâtons rayés, Sora pensa qu'il était temps de trouver la clé, et la question restait de savoir combien de niveaux supplémentaires il devrait parcourir pour enfin trouver la clé tant convoitée. Soudain, la dalle de pierre contenant le nombre de monstres s'est effondrée sous les yeux du gars, ne laissant que des ruines de pierre. Un autre monstre de taille énorme, semblable à une sorte d'insecte, est apparu devant Sora. Cette apparition a vraiment impressionné le gars, et il pensait même avoir enfin trouvé la clé pour passer au niveau suivant. Plein d'enthousiasme, le gars se prépara à sauter sur la bête pour faire une autre mise à mort. Mais le monstre semblait fort, et cela valait la peine de libérer toutes vos forces pour le vaincre. Cependant, lorsque Sora a commencé à le combattre, il s'est rendu compte que peu importe la force du monstre, c'était toujours la même chose. Après tout, même les monstres qui pensaient être forts mouraient d'un seul coup. Et chaque combat semblait devenir de plus en plus facile. Après avoir tué une autre bête, le gars a commencé à réaliser une chose qui n'était pas très agréable. Il s'est avéré que pour lui, tout pouvoir perdait son sens. Mais il n'a jamais trouvé la clé du 42e niveau, ce qui a rendu la situation encore plus compliquée. Sora a cessé de ressentir quoi que ce soit pendant les meurtres, et à chaque mort, son esprit semblait se briser de plus en plus, et finalement le gars n'en pouvait plus et a commencé à crier pour que la clé apparaisse. Riant hystériquement, il continua à crier, à se battre et à chercher la clé précieuse. Mais tout fut en vain. Au XXe siècle, 20 tours sont apparus soudainement partout dans le monde. Tous les gens furent alors horrifiés par ce qui se passait autour d'eux et décidèrent de détruire les tours. Avant que l'humanité n'ait eu le temps de s'en occuper, des monstres ont commencé à émerger de là, détruisant pratiquement la race humaine. La plupart ont été tués et de nombreuses victimes sont restées. Et ce jour fut connu comme le jour du jugement. Les quelques survivants se sont réveillés et ont eu accès au mystérieux système. Et ceux qui se sont éveillés ont reçu un pouvoir colossal, et la société humaine a été reconstruite, et les éveillés ont fondé des guildes de chasseurs. Après quoi, tout le monde a commencé à vivre avec tout différemment, tandis que Sora à ce moment-là parcourait niveau après niveau à la recherche de la clé. Et ainsi, courant à nouveau après le monstre avec la supposée clé, Sora vit quelque chose d'inhabituel. La bête ressemblant à un chien, qui voulait tellement fuir le garçon, était enchaînée avec des chaînes inhabituelles qui brillaient d'une lumière vive. Comme si la parole humaine était entendue au-dessus de la bête elle-même, on entendait clairement quelqu'un dire qu'elle avait utilisé un parchemin de téléportation avancé et que la téléportation devait être interrompue. Après ces mots,
le monstre, sans s'en rendre compte, commença à s'élever dans le ciel, s'efforçant vers une source de lumière inconnue qui ressemblait à une sortie. Sora sembla reprendre ses esprits, voyant un semblant de sortie à ce chaos, ayant oublié les clés. Pendant tout ce temps, il lui semblait qu'il n'y avait aucune issue et que cela durerait éternellement. Mais maintenant, il devenait clair qu'il y avait toutes les chances de sortir d'ici. Et rassemblant toutes ses forces, le gars sauta directement vers le tourbillon rougeoyant et se précipita vers le haut. Mais dès qu'il fut presque proche du portail, une notification apparut, indiquant que l'invocation de l'abîme ne pouvait pas déplacer plus de 2 créatures vivantes. Le gars, qui était dans cet endroit depuis si longtemps, ne pouvait pas se permettre de rater une telle opportunité. Et devenant aigri, Sora commença à chercher celui qui l'empêchait de franchir le portail. Levant la tête, le jeune homme sembla voler vers le grand cercle, ignorant les notifications et les chaînes qui tentèrent de le retenir. Au même moment, non loin de la ville, la terre était dans un état calme et sombre. Le ciel était plongé dans l'obscurité et il ne restait presque plus rien de la belle nature de la terre. Une fille aux cheveux roses fuyait quelqu'un en panique. Sentant le danger, elle courut très vite dans l'herbe, sans prêter attention à rien. Niveau 19. Yu Sonozaki voulait s'éloigner de la poursuite sans se retourner. Mais soudain, son pied s'est accroché à la racine d'une plante inconnue, et la fille tomba au sol, perdant le contrôle de la situation. Incapable de se lever, Sonozaki commença à réaliser que les choses allèrent mal, et qu'il y avait peu de chances de s'échapper. La racine sur laquelle la fille a trébuché appartenait à Aika, un druide de niveau 30 qui pouvait contrôler les plantes. À côté d'elle se tenait un homme avec une grande épée, qui, s'approchant, commença à exiger le retour du parchemin de téléportation, disant qu'un parchemin de niveau 60e n'était pas quelque chose qu'un débutant de niveau 19 pouvait posséder. Choji Shido, réalisant que la fille n'allait pas se relever, la menaça de lui donner le parchemin, promettant de la tuer sinon. Sonozaki regarda Shido avec horreur et commença à crier que les combats entre chasseurs étaient interdits et que le gars enfreignait définitivement les règles. Shosei Toshida, niveau 38, qui était un barbare avec une grande épée, traitait les règles avec mépris, les considérant comme inutiles, et enfonçant son épée dans le sol juste devant le visage de la fille, il déclara que c'était lui qui établissait les règles ici. Sans laisser Sonozaki partir, il lui demanda une fois de plus gentiment de lui donner le parchemin, promettant d'épargner ses mains dans ce cas. La jeune fille, réalisant qu'elle n'avait pas le choix, commença à gagner du temps, tenant le parchemin derrière son dos, déclarant que si elle était à leur place, elle ne se serait pas retrouvée dans un coin. Eika, qui se tenait à proximité, réalisa immédiatement que la fille voulait utiliser l'invocation forcée et ordonna immédiatement d'arrêter Sonozaki afin qu'elle ne puisse pas s'échapper. Toshida devint immédiatement furieux face à une telle impudence et s'apprêtait à attaquer. Saisissant l'épée plus fort, il cria au fugitif de rendre le parchemin. Mais Sonozaki elle-même n'allait pas abandonner comme ça, ayant déjà élaboré un plan d'évasion. L'épée du gars s'est arrêtée instantanément lorsqu'il a vu les actions de la fille. Réalisant qu'elle ouvrait un cercle de téléportation, Toshida commença à paniquer, sachant qu'il restait peu de temps. Sonozaki décida que si elle devait mourir maintenant, elle ferait mieux d'emmener les autres avec elle. Eka, debout derrière Toshida, réalisa que personne ne serait capable de contrôler le monstre avancé qui avait été amené de cette manière, ce qui signifiait que ce serait la fin pour eux tous. En criant qu'il fallait l'arrêter, tous les trois se précipitèrent dans la bataille. Criant à tout le monde de mourir, Sonozaki se prépara à emmener tous ses ennemis avec elle. Et en ouvrant le portail, un puissant éclair en sortit, d'où la silhouette de Sora tomba. Eika et Toshida ressentirent immédiatement la force écrasante, réalisant que les choses seraient difficiles. Sans remarquer le gars, le regard de tous se tourna vers le puissant faisceau d'où le monstre était sur le point d'apparaître. Une bête redoutable descendit au sol, libérant toute sa puissance. Le cerbère du 3e niveau se redressa et regarda autour de lui à la recherche de créatures vivantes. Mais quand la bête s'approcha, tous les trois virent un petit chien et commencèrent à rire de ce qu'on faisait tant de bruit pour une si petite bête. Eka commença à rire de Sonozaki, qui ne comprenait pas pourquoi un monstre aussi faible venait à elle. Mais soudain, la main de quelqu'un transperça l'animal, effrayant la fille. C'est Sora qui a coupé l'animal en deux d'un seul coup. Toute l'équipe qui poursuivait Sonozaki se figea d'horreur, ne comprenant pas de quel genre de monstre humanoïde il s'agissait. Sonozaki tomba au sol, effrayé même de bouger. Sora, avec des cicatrices sur tout le corps, réalisa finalement qu'il avait atteint le monde des humains.
Et à cause d'un excès d'émotion, le gars a crié hystériquement, voulant que tout le monde sache qu'il était enfin sorti de là. Personne n'essayait de bouger, de peur de faire un mouvement inutile et de déranger l'inconnu. Le rire du gars à lui seul faisait trembler tous ceux qui se tenaient à proximité, et sa force exerçait une pression extrême sur tout ce qui l'entourait. Personne ne pouvait comprendre qui c'était et pourquoi cet homme était venu ici d'un autre monde. Lorsque Sora reprit finalement ses esprits et réalisa la situation, il regarda tout le monde autour de lui. Tout d'abord, le gars s'est approché d'Aika, l'effrayant d'un seul regard. Les yeux du jeune homme rayonnaient d'une rage incroyable, et à travers les cheveux qui étaient tombés sur son visage, un certain sourire était visible. Se penchant vers la fille, le gars lui demanda s'ils étaient un sur Terre, et ayant reçu une réponse positive, Sora rit encore plus fort, heureux d'être enfin revenu. En regardant les hommes, le gars n'a d'abord pas compris pourquoi les gens étaient habillés si étrangement, pensant qu'ils étaient une sorte de cosplayers. Considérant cela comme de l'impudence, Toshida fut le premier à pointer son épée sur l'étranger, déclarant que la guilde Tiger Roar ne devait pas être sous-estimée. Et d'un mouvement rapide, l'homme se précipita vers le gars, mais Sora repoussa rapidement l'attaque. Et il regarda à nouveau tout le monde autour de lui, mais avec des yeux plus fous. Toshida recula et murmura simplement que ce type était un monstre et rien d'autre. À partir de ces mots, la colère du gars a commencé à augmenter, et tout ce qu'il a vu semblait doubler. Et puis, il commença à lui sembler que l'homme qui se tenait en face de lui était le gobelin qu'il avait tué sur les gradins. Et incapable de contrôler sa colère, le garçon se précipita vers Toshido, l'attrapant par la gorge. Sora commença à penser que c'était un autre monstre et commença donc à demander à l'homme de montrer son numéro. Mais Toshida lui-même ne comprenait pas ce qui se disait et pouvait à peine le dire. En le regardant à nouveau, Sora réfléchit à ses prochaines étapes. Et pourtant, le gars a décidé de laisser partir celui qui a osé l'insulter. Toshida s'effondra au sol, ressentant encore la force colossale de cet homme. L'homme était tellement effrayé qu'il a même mouillé son pantalon et a commencé à ramper en arrière, voulant sauver sa vie. Sora commença à réaliser que pendant son séjour dans l'abîme, son esprit avait été sérieusement ébranlé. Et pour ne rien faire d'autre, le gars a dit au gang d'aller se faire voir. La guilde Tiger Roar s'est précipitée en panique et a couru de toutes ses forces loin du danger. Sonozaki, continuant à rester debout et à ne pas bouger, réussit à examiner ces terribles cicatrices sur le corps du gars, sentant la force puissante émanant de lui. La fille ne pouvait pas comprendre qui il était, et il était peu probable qu'il s'agisse d'un monstre invoqué de l'abîme par un parchemin. Sora, après avoir observé les fugitifs, se tourna vers la jeune fille, effrayée, et lui demanda combien d'années s'étaient écoulées depuis l'apparition de la rage. Sonozaki bégaya un peu et répondit qu'exactement 5 ans s'étaient écoulés. Le gars a encore demandé s'ils étaient vraiment sur Terre, pourquoi tout le monde était habillé si étrangement et de quel parchemin il parlait. Et puis Sonozaki a dit qu'après l'apparition des tours, il y a 5 ans, 1/3 de la ville est tombé et les gens ont développé un système. La jeune fille a également déclaré que la ville C avait été soumise à des invasions majeures et qu'elle avait réussi à s'échapper de là. En entendant le nom de la ville, Sora se souvint que c'était sa ville natale, où il avait perdu ses parents ce jour-là. Pris de panique, le gars a commencé à interroger la fille, essayant de découvrir dans quel état se trouvait la ville maintenant. Et, comme il s'est avéré, elle était déjà pratiquement détruite. Mais des hommes forts ont été envoyés là-bas, qui devraient être capables de tuer les monstres. En se souvenant de ce jour, Sora a commencé à chercher comment se rendre à la ville C. Sonozaki n'eut que le temps de pointer de la main la direction à suivre, lorsque le gars disparut immédiatement en courant dans cette direction. La jeune fille ne s'attendait pas à ce qu'il y aille seule, sachant que la ville regorgeait de monstres effrayants et puissants. Voyant à quel point cet homme était mystérieux, la jeune fille décida d'aller immédiatement voir sa sœur et de lui raconter ce qui s'était passé. Pendant ce temps, la guilde Tiger Roar marchait lentement vers la ville abandonnée, aidant Toshida à marcher. Tous les 4 étaient très effrayés et essayaient en silence de comprendre l'horreur à laquelle ils devaient faire face. Soudain, au milieu d'une rue déserte, un homme inconnu vêtu d'un manteau noir apparut devant eux. En regardant les 4, l'étranger a dit qu'il sentait la présence de quelqu'un. Et en s'approchant de la guilde, il a dit qu'il leur donnait 2 secondes pour savoir où se trouvait le gars. Tous les 4 regardèrent d'un air interrogateur le mystérieux inconnu. Toshida a crié sur l'homme au manteau, lui demandant s'il plaisantait, sans même penser à répondre à sa question. L'étranger, après avoir entendu les cris de l'homme, a dit que le temps était écoulé et s'est rapidement précipité vers tout le monde,
tuant Aika, Shido et Toshida, n'épargnant personne. Pendant ce temps, le siège de la guilde Tiger Roar était situé à proximité, dans l'un des endroits sûrs. La jeune fille a signalé que le contact avec le groupe de M. Toshida avait été perdu et que l'emplacement de Sonozaki et du parchemin était inconnu. Le gars assis en face d'elle, tenant calmement un verre de vin rouge, a déclaré que c'était absurde. L'une des guildes principales ne croyait pas que les gars recommandés par la fille n'avaient pas vaincu un invocateur de niveau 19. Richt Mukai, niveau 118, qui était un prêtre, a vu que le signal de tout le monde a cessé d'arriver en même temps, ce qui signifiait qu'ils avaient été tués d'un seul coup, ce qui était presque impossible. Après avoir ordonné de découvrir qui avait fait cela, Mukai laissa calmement partir son assistant. Et finalement, le gars a dit à la fille d'attraper Sonozaki et de la laisser tout raconter. En s'approchant de la fenêtre, Mukai réfléchit, décidant de tuer quiconque osait lever la main contre son peuple. Soudain, à sa grande surprise, Sora passa devant sa fenêtre panoramique, sans même lui prêter attention. Mukai sentit l'odeur dégoûtante du sang à travers la fenêtre et grimaça même, se demandant qui c'était. Mais ensuite, le gars a vu que l'étranger courait vers la zone tombée. Et pendant une seconde, il se souvint d'une invasion d'un tout autre niveau, dans laquelle des forces majeures étaient sans aucun doute intervenues, et la tour, qui dormait depuis 5 ans, commença enfin à bouger. Perdu dans ses souvenirs, Mukai ordonna rapidement le rappel de toutes les équipes de recherche. Après tout, il y avait une question qui nécessitait une intervention plus urgente. Pendant ce temps, Sora courait aussi vite qu'il le pouvait vers sa ville, voulant découvrir tous les détails des 5 dernières années. La zone déchue de la ville C semblait très abandonnée et détruite. Même le ciel au-dessus de cette zone commençait à s'assombrir, et certains oiseaux démoniaques volaient autour en émettant des sons différents. Durant les 5 années que le gars a passées dans l'abîme, cet endroit s'est transformé en enfer. Mais dans l'abîme, pendant que Sora était là, il a traversé de nombreuses épreuves. Le gars s'est rappelé que dès qu'il s'est retrouvé au premier niveau, sa force était trop faible. Mais maintenant, il était devenu incroyablement fort, ce qui lui donnait un grand avantage pour survivre dans ce monde. Les sentiments du garçon s'étaient endurcis après tous ces nombreux meurtres, et il semblait qu'il était lui-même devenu un monstre au cours de ces 5 années. Mais les pensées concernant sa famille l'ont forcé à aller de l'avant et à chercher une issue. Les monstres qu'il craignait autrefois lui semblent désormais comme de minuscules mouches. Mais maintenant, se souvenant de sa mère, de son père et de son frère, Sora espérait seulement qu'il serait capable de se protéger et de rester en vie. La ville C était autrefois pleine de vie, mais maintenant ce n'était plus qu'un terrain vague, où il n'y avait pas une seule âme vivante. Tous les bâtiments sont détruits, comme après un fort tremblement de terre, et pourtant, il n'y a aucune trace des monstres tuant qui que ce soit. C'était comme si personne n'avait vécu ici depuis l'annonce de l'évacuation. Sora, arrivé chez lui, ouvrit prudemment la porte de l'appartement où il vivait, mais au fil du temps, la porte se cassa tout simplement. En regardant à l'intérieur, tout ce qui était visible était un appartement vide, délabré par le temps. Le gars savait qu'il ne rencontrerait personne, mais il est quand même venu ici. Perdu dans ses souvenirs, Sora regarda l'appartement détruit dans lequel le vent soufflait à travers la fenêtre brisée. En regardant autour de lui, il remarqua un morceau de papier posé sur la table à manger. En le prenant, le gars vit une lettre dans laquelle il était écrit « Cher Sora, tout le monde dit que tu es mort, mais ta mère et moi refusons d'y croire. Nous avons pris tes affaires et les avons disposées dans ta chambre comme elles étaient avant. Nous croyons que tu reviendras. » Après avoir lu cela, le garçon s'est mis à pleurer, réalisant comment ses parents ont risqué leur vie pour venir ici pour lui. La lettre disait que sa mère avait accroché ses vêtements préférés, des plus petits aux plus grands, dans son placard afin que le garçon puisse toujours porter quelque chose de nouveau à chaque fois qu'il rentrait à la maison. Les parents ont également veillé à ce que leur fils les retrouve et ont donc laissé une carte de la route menant à l'abri numéro 6 dans la commode et ont écrit que dès que Sora lirait cette lettre, il retrouverait immédiatement ses parents. Et après avoir lu les mots de son père dans la lettre, qui disait que lui et sa mère l'attendaient toujours, le garçon a pris la photo de famille jointe à la lettre, où tous les 4 ont été capturés en une seule prise de vue. En mettant la photo sur sa poitrine, le gars s'est mis à pleurer encore plus fort, espérant qu'ils étaient tous encore en vie et qu'il pourrait les retrouver. Vêtu de ses vêtements préférés, Sora prit son couteau et se regarda à travers son reflet, voyant à quel point il avait changé. En pensant à sa force actuelle,
Le gars décida d'abord de se mettre en ordre, et avec désinvolture, à l'aide d'un couteau, il coupa quelques cheveux qui avaient été poussés pendant le temps passé dans l'abîme. Sora croyait qu'il serait capable de récupérer les jours perdus, quoi qu'il en coûte. Et la première chose qu'il devait faire était de trouver l'abri numéro 6. Le jeune homme décide de se diriger vers l'est comme indiqué sur la carte, directement vers l'abri numéro 6. Mais la route traverse des ruines jonchées de débris et de sang. Sora décide alors de faire son propre chemin pour y arriver plus rapidement. Et après avoir tout réfléchi, le gars a couru vers l'abri, courant et sautant par-dessus les ruines des débris. Mais sur son chemin, il rencontra soudain un monstre qui ressemblait à un aigle avec de grandes ailes à plumes. Ce n'était pas une grande difficulté pour Sora, et le garçon s'est occupé de l'animal assez rapidement. Ainsi, sur son chemin, il rencontra de nombreux monstres, que le jeune homme tua immédiatement pour atteindre son objectif. L'un des gardes de la zone tombée, debout au sommet du bâtiment, a entendu à ce moment-là des bruits étranges, sans même deviner qui faisait ces bruits. Mais le deuxième garde a seulement plaisanté en disant qu'il l'imaginait simplement. Mais soudain, de manière inattendue, quelqu'un a volé très vite juste au-dessus de leur tête, sans même leur laisser comprendre de qui il s'agissait. Deux jeunes hommes tournèrent leur regard vers la chose volante, essayant de voir ce que c'était. Plus tard, un autre homme est arrivé dans leur immeuble avec un téléphone dans les mains, criant qu'il avait réussi à filmer l'objet. Et à la surprise générale, après avoir regardé la vidéo, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une personne, ou plutôt de Sora, volant à grande vitesse vers ses parents. En survolant de grands immeubles, le gars a remarqué une fille qui criait et qui lui a demandé de ne pas s'approcher d'elle. 3 hommes marchaient lentement, pas à pas, vers la jeune fille innocente et lui lancèrent des compliments, disant à quel point elle était jolie et combien de temps cela faisait qu'il n'avait pas vu une femme. L'un des gars qui se tenait devant s'est même léché les lèvres, regardant sournoisement la victime. Il a même promis de prendre soin d'elle dès qu'il se serait amusé. Et se penchant vers la fille face à face, le gars lui toucha la tête, l'effrayant encore plus. Il est devenu clair que c'était Eiji Kagawa qui, avec un rire diabolique, avait promis d'être doux, mais tout le monde a compris que c'était un mensonge. De la salive coulait de la bouche de l'homme impudent, tandis qu'il passait lentement sa main sur la poitrine de la fille. Sora le remarqua et tomba immédiatement au sol, remarquant que certaines choses ne changent pas. Et les non-entités sont restées telles qu'elles étaient. En entendant la voix de quelqu'un, les gars en armure ont menacé le jeune homme que s'il intervenait, ils le tueraient immédiatement. Et réalisant qu'ils ne le laisseraient pas tranquille, le chef ordonna que le garçon soit capturé pendant qu'il s'amusait avec la fille. Les 2 gars ont attrapé leurs épées et ont rapidement couru vers Sora, criant des souhaits de mort. Sora ne bougea même pas de sa place, n'ayant pas du tout peur pour sa vie, sachant qu'il serait très facile de s'occuper d'eux. Dès qu'un des assaillants s'est approché très près, le gars lui a donné une très forte gifle au visage, étourdissant rapidement l'ennemi. Le gars qui a reçu le coup est immédiatement tombé au sol. À ce moment précis, une épée apparut à côté du visage de Sora, mais le gars a rapidement interrompu l'attaque en saisissant la main de l'autre et en commençant à la serrer de toutes ses forces. Et après l'avoir frappé au visage, le deuxième agresseur est également tombé au sol, sans vie. À ce moment-là, Eiji est arrivé et n'a eu d'autre choix que d'intervenir. Et pendant qu'il allait régler les choses, la fille qu'il voulait attaquer a réussi à s'enfuir. Sora, voyant un visage familier, prononça doucement le nom du gars, se souvenant comment il l'avait poussé hors du camion. Et levant la tête, le gars lui demanda s'il avait vraiment oublié le visage de celui qui l'avait tué. Eiji commença à trembler d'horreur, ne croyant pas que le gars était vivant. Le gars pensait que cela ne pouvait pas être possible et, par peur, il est même tombé au sol et a commencé à ramper en arrière. Sora, ayant l'opportunité de s'occuper de l'homme impudent, apparut de manière menaçante devant Eiji effrayé. Et soudain, se mettant debout, le gars a commencé à crier pour qu'il ne s'approche pas de lui, ne croyant toujours pas que le garçon était en vie depuis tout ce temps. Un sourire narquois apparut sur le visage de Sora. Et le gars a soudainement tendu la main vers le visage d'Eiji. Le saisissant par la gorge, le gars commença à lui serrer le cou, provoquant l'étouffement de Kagawa sans pouvoir réagir. Et affirmant que c'était de sa faute s'il avait dû se battre pour sortir de l'enfer, Sora repoussa le gars tout en le tenant toujours par la gorge. Il y avait de la peur sur le visage d'Eiji, et le garçon comprit qu'il semblait qu'il ne sortirait pas d'ici vivant. Sora n'a même pas prêté attention à la peur du gars impudent, et a crié que maintenant c'était son heure d'aller en enfer. Il a attrapé Kagawa encore plus fort, enfonçant ses ongles dans son cou, faisant de petites blessures. Ayant promis de lui enlever tout ce qu'il avait de respect pour lui-même,
le garçon ne pouvait plus contenir sa colère, blâmant uniquement Eiji pour ce qui était arrivé, car il avait ruiné sa vie et l'avait séparé de ses parents. La colère du gars était si grande que des voix ont commencé à parler dans sa tête, lui disant de tuer l'ennemi, lui proposant de tout subordonner à sa volonté. Dans le passé, tout ce qu'Eiji faisait était de tourmenter le garçon. Chaque jour, Sora ressentait des sentiments de douleur, d'humiliation et d'impuissance. Mais aujourd'hui, il va enfin pouvoir tout récupérer. Et soudain, un souvenir lui revint à l'esprit. Comment Eiji avait un jour étranglé un gars, déclarant que détruire le respect de soi d'un gars était sacrément sympa. Ces mots firent s'arrêter brusquement le gars. Lâchant sa main, Kagawa tomba rapidement au sol, toujours à bout de souffle. Essayant de s'éclaircir la gorge, Eiji avait peur de lever les yeux vers le gars, qui se figea simplement sur place. Sora réalisa qu'il ne pouvait pas devenir aussi cruel. Mais en se souvenant de ce qu'Eiji avait fait à la fille quelques minutes auparavant, le gars ne pouvait toujours pas permettre à des gens aussi inutiles de continuer à respirer. Penser à cela a rendu le gars émotif, mais n'a pas oublié la vengeance. En se rapprochant, Sora appela Eiji, qui commençait encore à reprendre ses esprits. Le gars a dit que puisqu'il avait essayé de le tuer et qu'il n'avait pas pu, il lui épargnerait la vie. Mais Sora a quand même ajouté qu'il ne le laisserait pas partir. En voyant comment Kagawa commençait à devenir nerveux, le gars commença à se souvenir de ses 2 années d'enfer à l'école. Comment Eiji a terrorisé non seulement lui, mais aussi les autres étudiants faibles, et la façon dont il l'a jeté de l'arrière du camion, essayant de le tuer. Pour toutes ces choses horribles, Eiji doit être frappé 4 fois et alors tout cela en vaudra la peine. Kagawa, réalisant qu'il pouvait mourir même après le premier coup, commença à supplier Sora de ne pas le faire, s'excusant pour tout ce qu'il avait fait. Saisissant le bord du pull, Sora commença sournoisement à calmer le gars, lui disant de ne pas s'inquiéter. Eiji semblait commencer à se souvenir de tous les moments de sa vie lorsqu'il vit le garçon balancer son bras pour frapper. Et avant qu'il ne puisse réfléchir, Kagawa reçut son premier coup au visage, ce qui le stupéfia et le déconcerta immédiatement. Le deuxième coup semblait encore plus fort, et il semblait que le gars ne serait pas capable de résister à un troisième. Avec 2 coups au visage, Eiji a commencé à saigner, ce qui a commencé à se répandre sur le sol, effrayant ses 2 camarades. Sans lui laisser de répit, Sora frappa un 3e coup, se souvenant de toute la douleur que ce salaud lui avait causée. Le garçon décida de sauver le 4e coup, et après avoir ri un peu, il ordonna à Eiji de se lever. Kagawa, à genoux, à peine vivant et couvert d'échymoses, d'abrasions et de sang, murmura au gars de le tuer. Et juste après ces mots, le pied de Sora lui a volé au visage. Ce coup était le dernier pour lui, et le gars décida de ne pas se retenir, et de toutes ses forces écrasa le visage d'Eiji dans le sol. Eiji tomba mort, du sang coulant de ses yeux et ne montrant aucun signe de vie. Il n'avait plus de membres ni de vue, ce qui satisfaisait grandement le jeune homme. Voyant qu'Eiji respirait à peine, le garçon a dit à ses amis de l'emmener à l'hôpital. Et avant de partir, Sora leur cria de ne plus apparaître à sa vue. Laissant le corps d'Eiji derrière lui, le garçon se précipita plus loin vers l'abri. Après avoir fait le ménage, il était temps de passer à la rencontre des parents. Croyant qu'il serait enfin à la maison, Sora accéléra aussi vite qu'il le pouvait pour y arriver. Le soir approchait déjà. Le soleil disparaissait peu à peu à l'horizon, et personne ne savait ce qui allait se passer la nuit. Depuis la zone déchue, le gars s'est retrouvé dans la zone de sécurité de la ville. À la frontière, 3 soldats en uniforme se tenaient là et discutaient de leur volonté de rester en poste de garde sur le mur. Tout le monde a ri, disant que c'était bien de ne pas avoir à combattre des monstres ici, mais que cela ne valait pas la peine de perdre la tête si vous deviez vous battre. La conversation des militaires a été interrompue par le premier lieutenant Tanji Kagura, niveau 31, rappelant aux soldats de ne pas baisser la garde, car personne ne sait quand les monstres pourraient arriver. Mais le soldat Shoki Matsura, un guerrier de niveau 22e, a déclaré que les monstres auraient du mal à arriver ici. Et, à la surprise générale, immédiatement après ces mots, un monstre les a soudainement attaqués, tuant plusieurs soldats en quelques secondes. C'était l'enfant d'un kraken de niveau 45, un monstre en forme de coquille qui transperçait ses victimes avec ses griffes et fixait les autres avec l'un de ses grands yeux. L'armée a immédiatement ouvert le feu, essayant essentiellement de le contenir à la frontière pour l'empêcher d'entrer dans la zone de sécurité. Le monstre lui-même était très fort, mais les tirs ne faisaient que le rendre encore plus en colère, d'autant plus que les balles ne lui faisaient presque aucun mal. Les soldats ont réalisé que le monstre était de trop haut niveau
et que leurs armes étaient tout simplement impuissantes dans cette bataille. Pendant ce temps, la bête impitoyable continuait son avance, et il semblait qu'elle serait capable de traverser la frontière. Kagura, commandant ses soldats, ordonna à tout le monde de se disperser et de prendre leur position. Le kraken, avec ses griffes acérées, coupe en deux les soldats presque désarmés les uns après les autres. Il a été décidé de courir sur le côté pour confondre le monstre. L'un des soldats, tenant des explosifs à la main, a commencé à attirer l'attention sur lui. Et tandis qu'il courait vers le monstre pour poser la bombe, les autres continuaient à tirer, protégeant le soldat. Le kraken a commencé à se défendre avec ses tentacules et sa carapace, couvrant son grand œil des balles. Le soldat avec la bombe était déjà à côté de lui, et il semblait qu'ils avaient une chance de gagner. Et soudain, le monstre commença à se comporter étrangement, levant les yeux vers le haut, arrêtant de tuer les soldats. Le kraken semblait avoir peur de quelque chose, et les soldats, ne comprenant pas ce qui se passait, ont arrêté de tirer. Couvrant ses yeux avec ses tentacules, la bête commença à reculer, continuant à regarder vers le haut. Les soldats restèrent figés sur place, ne comprenant pas ce qui se passait. Tout le monde a remarqué que quelque chose avait effrayé le monstre, mais qu'est-ce qui aurait pu effrayer une bête aussi forte? Le kraken commença à fermer progressivement son œil, comme s'il sentait l'approche du danger. Sa pupille se rétrécit et ses tentacules commencèrent à bouger de manière chaotique, continuant à dérouter les autres. Personne ne savait de quoi il avait peur, et ils devaient donc être encore plus sur leur garde. Alors que tout le monde restait immobile, l'un des soldats pensa que c'était une bonne occasion de poser une bombe et, saisissant la boîte, il se précipita vers le monstre. Après avoir jeté un engin explosif sous les pattes du kraken et souhaité la mort, tout le monde a commencé à attendre ce qui allait se passer. Les soldats ont à peine eu le temps de s'échapper car la bombe a explosé dès qu'elle a touché le sol, stupéfiant tout le monde autour. Debout sur le sol, les soldats ont commencé à attendre que la fumée se dissipe pour voir s'ils l'avaient tué ou non. Mais le kraken resta en vie sans une seule égratignure et ne devint que plus furieux, fixant son grand œil sur les soldats. Personne ne pouvait croire qu'une bombe aussi puissante ne pourrait pas déchirer l'animal. La carapace du kraken s'est avérée si solide qu'elle n'a pas été affectée par le feu ou l'explosion, ce qui a rendu la situation encore plus grave. L'un des soldats était si effrayé qu'il ne pouvait même pas bouger et regardait simplement l'une des griffes de la bête s'approcher de lui. Mais soudain, de manière inattendue pour tout le monde, Sora est apparu, qui a sauvé le militaire au dernier moment. Le gars a commencé à tuer brutalement le monstre, lui arrachant les membres, et la bête a commencé à saigner progressivement. Le lieutenant, voyant comment il avait tué sans pitié un adversaire aussi fort, réalisa finalement que c'était de ce type que le kraken avait peur. Il ne fallut pas longtemps avant que le monstre meure, et Sora avança calmement en regardant autour de lui. Kagura ne pouvait pas croire que ce type était capable de survivre à l'explosion et de tuer le monstre. Deux gens avec un tel pouvoir destructeur de rang S, et l'homme lui-même n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Continuant à le regarder, l'homme a décidé à tout prix de découvrir qui il était, en utilisant sa capacité à regarder et à voir des informations sur la cible, et plus l'utilisateur est proche du niveau, plus les informations vues sont précises. Le lieutenant, voyant une telle puissance pour la première fois, ne pouvait pas croire ce qui se passait, mais ce qu'il vit ensuite le figea sur place. Un avertissement système est apparu devant ses yeux, lui disant de montrer son respect à ce type. Kagura n'a vu que cet avertissement, mais il n'a jamais reçu aucune information, comme si cela n'existait tout simplement pas. Sous le choc et l'impuissance, l'homme a commencé à perdre connaissance, mais les militaires ont rapidement attrapé le lieutenant. Sora regarda calmement l'armée tout en continuant à se tenir à côté du cadavre du monstre. Voyant un soldat à proximité, le gars l'a arrêté en disant qu'il voulait poser une question. En s'approchant, le jeune homme demanda à quelle distance se trouvait le 6e abri, déroutant légèrement le militaire. Mais il a quand même répondu que l'abri que le gars cherchait était à 5 ou 10 km au nord. Mais avant d'y arriver, le gars devait se rendre dans la zone X. C'était la première fois que Sora entendait parler de cette zone. Il l'a donc immédiatement reconnue. Il s'avère que c'est dans cette zone que l'avancée des monstres est freinée, ils y sont attirés pour minimiser les dégâts des batailles, et il y avait également de nombreux chasseurs de monstres là-bas. Tournant la tête, Sora entendit les soldats s'émerveiller devant les objets rares qui tombaient après avoir tué le monstre. Il est devenu clair que lorsque vous gagnez, dans le monde réel, des choses tombent à chaque élimination, tout comme dans le jeu. Se tournant à nouveau vers le soldat, le garçon lui demanda à quel point ce monstre était fort pour eux.
Le niveau 45 était un adversaire assez coriace pour l'armée, et s'il n'y avait pas ce gars, il semblait qu'il mourrait. Sora était un peu surpris que même cela cause des difficultés aux gens. Ayant appris qu'il n'y avait pas plus d'une centaine de monstres dans cette zone, le jeune homme s'y dirigea, pensant qu'il se retrouverait bientôt dans un abri. Mais dès qu'il s'est retourné pour partir, le soldat qui avait répondu à toutes ces questions a commencé à se comporter étrangement, comme s'il voulait dire quelque chose. Et ayant rassemblé ses pensées, l'homme arrêta le gars, ne connaissant même pas son nom. Sora s'arrêta, décidant d'écouter l'étranger. Le soldat, bégayant un peu, dit que sa demande pourrait peut-être paraître étrange. Et s'inclinant, exprimant son respect, il a demandé au gars d'aller dans la zone X. Le soldat expliqua qu'un chasseur aussi fort que Sora sauverait de nombreuses personnes, qui étaient déjà peu nombreuses. Le gars a réfléchi une seconde et a demandé si c'était le chemin le plus court pour atteindre l'abri numéro 6 s'il traversait cette zone. Et après avoir reçu une réponse positive, le gars a accepté la demande de l'homme sans hésitation. Et avant de partir, Sora a promis de se promener dans la zone et de tuer tous les monstres qui auraient le malheur de se mettre sur son chemin. À proximité de cette zone se trouvait un camp militaire en première ligne, rempli de divers équipements et d'un entrepôt de munitions. Dans l'une des tentes, Kagura gisait inconscient et était presque en train de reprendre ses esprits. L'un des soldats est resté à côté du lieutenant tout le temps, s'assurant que rien ne lui arrive. Et lorsque l'homme a ouvert les yeux, il était très heureux. Assis sur le lit, l'homme s'est immédiatement rendu compte qu'il était inconscient depuis une dizaine de minutes. Et pour remonter le moral du lieutenant, le gars a dit que le monstre avait laissé tomber des objets de récupération et que c'était eux qui avaient aidé l'homme à se réveiller rapidement. Mais tout cela n'était pas si important pour l'homme. Il se souciait seulement de l'homme qui les avait sauvés d'une mort certaine. Il apprit du soldat que Sora était parti vers le nord. Réalisant qu'il semblait impossible de lui parler, l'homme baissa la tête et soupira langoureusement. Mais il se redressa brusquement, comprenant les mots concernant le nord. Le soldat a précisé que le gars se dirigeait vers le 6e abri, ce qui était très étrange pour tout le monde. Kagura a même demandé à nouveau, ne croyant pas que l'étranger était vraiment passé par la zone X qui était pleine de monstres. Il était clair que le jeune homme ne se souciait pas d'un si grand nombre de morts vivants, car il n'hésita même pas une seconde avant de s'y rendre. En soupirant, le lieutenant ordonna un appel immédiat au centre de commandement principal. Un tel ordre était évidemment rare, car le soldat resta stupéfait même en entendant ces mots. Pendant que le soldat courait pour exécuter l'ordre, l'homme restait assis sur le canapé, pensant qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant l'heure fixée. Et en regardant l'horloge, il est devenu clair qu'il restait environ 10 minutes, ce qui signifiait que l'homme devait arriver à temps. Quelques minutes plus tard, un soldat est arrivé en courant, disant qu'il avait envoyé un message sur la radio d'urgence. Et en m'approchant, j'ai décidé de demander pourquoi ils avaient besoin de contacter le centre de commandement. Il s'est avéré que cette mission était différente des précédentes et que les informations étaient hautement classifiées, donc personne ne savait rien. Prenant l'appareil électronique, l'homme alluma la carte, expliquant que la zone X, qui servait de base à la mission, n'était plus l'endroit où ils détenaient les monstres. C'est désormais une zone de bombardement où des bombes sont larguées à des heures précises. Et l'état-major surveillait tout cela en permanence, essayant de garder cette information secrète. Pendant ce temps, le siège a reçu un appel d'urgence de la zone B22. Le commandant en chef Renji Kumagaya, un mage de flamme de niveau 58, lui a immédiatement ordonné d'être connecté à l'appel, et le répartiteur a rapidement commencé à établir la connexion. Après quelques secondes, l'appel a été établi. Kagura est apparu sur l'écran, indiquant son code de communication B2W3422, indiquant qu'il avait de nouvelles informations. Après avoir reçu la permission, l'homme a déclaré que le mystérieux chasseur s'était rendu dans la zone de bombardement et qu'il ne savait rien de cette mission. Renji, assis sur une chaise et prenant une profonde inspiration, déclara que ce n'était que la propre erreur du lieutenant. Mais l'homme avait autre chose de très important à dire, et il n'y a même pas prêté attention. Kagura a estimé qu'il était nécessaire d'informer d'urgence le garçon du bombardement à venir, et au début, le commandant n'a même pas pris ces mots au sérieux. Réalisant qu'il ne restait plus beaucoup de temps, Kagura commença à crier que ce type était très fort et qu'il fallait tout faire pour l'empêcher de mourir. Le cri du lieutenant a forcé le commandant à écouter l'homme. Renji, toujours assis sur sa chaise, demanda quel était exactement le niveau de ce chasseur, puisque le bombardement devait être reporté pour lui. Mais Kagura ne connaissait pas la réponse à cette question, puisque le système ne montrait rien. Et en réponse, le commandant s'est contenté de rire.
Renji, n'ayant aucun respect pour ses subordonnés, a demandé pourquoi le lieutenant voulait qu'il contacte d'urgence le gars. À ce moment-là, l'assistant de l'homme, qui se tenait à côté de lui, est intervenu, déclarant qu'il serait très probablement mort au moment où le message arriverait. Renji commença à rire, disant que l'homme manquait de cervelle, mais qu'il avait un talent pour l'humour. Et en regardant la blonde assise à côté de lui, comme s'il s'adressait à elle, l'homme dit qu'il semblait que les soldats n'étaient pas assez bien entraînés pour être laissés seuls. Le commandant n'était pas en mesure d'intervenir dans les affaires de ses subordonnés en dehors de sa juridiction. Et se penchant vers la jeune fille, il lui rappela que s'il signalait à ses supérieurs que quelqu'un entravait le déroulement de la mission, cette personne serait immédiatement traduite en justice. Le commandant occidental Mie Tonosaki, un dompteur de golem de niveau 73 à qui les paroles de l'homme étaient adressées, se demandait si Renji allait sérieusement piéger son homme lorsqu'ils auraient besoin de faire face à l'ennemi. L'appelant mentalement un idiot, la fille ne s'autorisa pas à répondre. Et pourtant, Kagura, qui a été entraîné avec tant de soin, tente de sauver l'étranger, même si cela signifie annuler la mission. Sentant que quelque chose n'allait pas, la fille a demandé à quel point cet homme était fort puisqu'il ne connaissait même pas son niveau. Kagura resta silencieux, ne sachant même pas comment répondre, réalisant qu'il ne savait absolument rien du gars. Alors que les tensions montaient et que peu de réponses étaient disponibles, Mi a décidé d'adopter une approche différente. Se levant de sa chaise et croisant les bras, la jeune fille se tourna vers le lieutenant, réalisant qu'il n'avait guère l'intention d'interférer avec le plan. Mais si les raisons de l'homme n'étaient pas suffisamment convaincantes, la jeune fille promettait de le livrer personnellement à un tribunal militaire. Ces mots firent frémir l'homme, réalisant qu'il devait trouver les mots justes pour sauver le gars. Après avoir réprimandé le lieutenant, Mi a demandé à Renji s'il était satisfait de cette mesure de retenue pour ses subordonnés. Le commandant ne pouvait rien répondre, car la fille avait tout fait correctement. Et s'asseyant sur la chaise, l'homme a demandé de nommer la raison pour laquelle il devrait sauver ce chasseur. Kagura a déclaré très clairement que l'homme avait tué un jeune kraken de niveau 45 en un seul coup. Tout le monde est soudainement devenu silencieux au siège. Il était clair que le gars était définitivement un chasseur avec un rang supérieur à A, et Mi a demandé s'il était un militaire de rang S. Bien que cela fût impossible, puisque tous ceux qui avaient un tel grade étaient en mission, et qu'il n'y avait aucun signal de confirmation venant du B-22. Mi, comprenant l'urgence de la situation, demanda pourquoi Kagura ne connaissait pas le niveau de cette personne, même s'il était capable de le voir. L'homme soupira et répondit qu'il était incapable de voir le niveau cette fois. Cette nouvelle a laissé tout le monde stupéfait. Mais le lieutenant a également ajouté qu'en utilisant la capacité sur le gars, il a perdu connaissance en raison d'une surabondance d'informations. Cela signifiait que le gars était au moins de niveau 100. Personne ne pouvait rien dire de toutes ces nouvelles. La situation devenait encore plus tendue, et il ne restait plus beaucoup de temps. Une telle force était vraiment rare, et personne n'avait jamais vu une telle personne, ce qui signifiait qu'il pouvait être d'une grande aide pour l'armée. Mais pour Renji, ce n'était pas une raison pour arrêter la mission qu'il préparait depuis très longtemps. Le commandant de l'Est, Nobuo Yuasa, était d'accord avec l'homme, affirmant qu'il ne pouvait pas arrêter leur plan de guerre pour une raison aussi vague. Cette mission impliquerait des milliers de soldats de 4 forces différentes, ce qui serait suffisant pour encercler complètement les zones de bombardement et de sécurité. Yuasa a également noté que le plan initial était que les soldats de la garnison tuent les monstres restants après le bombardement. Mais si vous lancez une alerte d'urgence, les monstres réagiront au son, et ils courront vers un endroit, et si cela se produit, le territoire tombera instantanément, et des milliers de soldats mourraient, et l'homme ne voyait aucun intérêt à en sauver un en échange de milliers. C'est trop risqué, même pour un chasseur de rang S. Kagura ne pouvait pas permettre qu'un homme aussi fort soit perdu, car il pouvait être d'une grande aide pour l'armée. Et le seul espoir qui restait était pour Mi, qui se tut et réfléchit à quelque chose. Après avoir rassemblé ses pensées, la jeune fille prit finalement une décision, et elle a dit qu'elle rejetait la demande, affirmant qu'il ne pouvait pas consacrer autant d'efforts et de personnel pour en sauver un seul. Kagura de l'autre côté de l'écran ne pouvait même pas répondre. La connexion a été interrompue immédiatement après la réponse de la fille, de sorte que le lieutenant n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Tous ceux qui étaient dans la tente et qui avaient entendu la conversation se sont immédiatement affaissés. Pour l'homme lui-même, ce fut un énorme échec. L'un des soldats a essayé de le calmer en lui disant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Mais Kagura s'est énervé comme s'il essayait encore plus de contenir ses émotions. Le résultat final était très important pour lui, mais maintenant c'était comme si tout se passait comme ça. Alors que le lieutenant se tenait là,
Pensant qu'il avait perdu un homme aussi fort, l'un des soldats regarda les clés sur sa ceinture. Ce type a certainement une sorte de plan qui pourrait tout arranger. Tendant prudemment la main, le gars a volé presque imperceptiblement les clés du lieutenant. Kagura entendit le bruit des clés quelques secondes plus tard et regarda rapidement sa ceinture, ne les voyant pas sur lui. En regardant en arrière, l'homme vit le garçon courir vers sa voiture, ignorant l'ordre du lieutenant de s'arrêter. Le gars, en montant dans la voiture, savait qu'il y avait encore du temps et que cela valait la peine d'essayer de sauver cet homme. Kagura a commencé à crier au soldat Matsura de revenir, sinon il serait immédiatement traduit en cour martiale et non seulement il pourrait en souffrir. Mais le soldat n'entendit personne et roula à toute vitesse pour sauver la personne qui était importante pour le lieutenant. Le soldat qui s'est approché de l'homme lui a immédiatement demandé s'il devait poursuivre le fugitif. Mais Kagura a ajusté sa casquette et a déclaré que cela ne devrait pas être fait. L'homme savait que le soldat avait pris cette décision lui-même et que cela lui appartiendrait. Pendant ce temps, Matsura appuyait sur la pédale d'accélérateur aussi fort qu'il le pouvait dans l'espoir d'arriver à temps. Le gars conduisait si vite qu'il ne pouvait même pas penser à quoi que ce soit. Le soldat a simplement regardé la route et a cru qu'il pourrait trouver l'homme. Mais il ne savait pas encore que le garçon qu'il essayait de sauver deviendrait l'espoir de toute l'humanité. Et Sora lui-même n'avait aucune idée qu'il pouvait sauver le monde entier d'une terrible destruction. À ce moment-là, Matsura perdit la trace du gars, et il ne restait plus beaucoup de temps. Le gars a commencé à réfléchir de toute urgence où cet homme pourrait aller, se souvenant de tout ce qu'il avait dit. Et puis, il se souvint de la façon dont Sora avait demandé un abri et le chemin le plus court. Pendant ce temps, le gars n'aurait pas pu aller aussi loin, ce qui signifiait qu'il pouvait se déplacer plus vite que la voiture. En continuant notre route, nous avons commencé à nous diriger vers la zone X, où les bombardements étaient sur le point de commencer. En réfléchissant à ce qu'il fallait faire, le soldat a pensé à un haut-parleur, et ainsi le gars pourrait l'entendre. Mais cela donnerait également un pourboire aux monstres, ce qui était très dangereux non seulement pour Matsura, mais aussi pour les autres. En regardant sa montre, le gars s'est rendu compte qu'il restait environ 3 minutes avant le début de la tâche. Il ne se souciait plus de mourir, et le soldat, sans hésiter, alluma la radio pour le haut-parleur. Prenant une profonde inspiration, le gars se prépara à une mission très dangereuse pour sauver l'homme le plus fort. Ralentissant un peu et passant devant les ruines, Matsura réfléchit un instant à la meilleure façon de le dire pour que le gars parte définitivement. Il s'est même surpris à penser qu'il était une honte pour l'armée pour avoir fait des choses aussi absurdes. Mais il était trop tard pour reculer et tout était en jeu. En criant dans la radio, le soldat a dit que le soldat qui parlait était celui que Sora avait sauvé cette fois-là. Et plus tard, encore plus fort, le gars a déclaré que cette zone était sur le point d'être bombardée et que cette personne devait évacuer immédiatement. Sora était à proximité à ce moment-là et a entendu ces mots presque immédiatement. En entendant parler du bombardement, le gars a compris pourquoi il n'y avait pas de chasseurs ici. Et en regardant au loin, Sora savait que les monstres ne lui faisaient pas du tout peur. Mais on ne savait pas s'il pourrait survivre à la chaleur de l'explosion, et il valait mieux éviter les risques insensés. Entendant toujours le haut-parleur, Sora remarqua que le soldat avait mis toute sa vie en jeu juste pour l'avertir, ce qui était très humain de sa part, et donc le garçon ne pouvait pas le laisser mourir. Matsura sortit alors de la voiture en regardant au loin dans l'espoir que l'homme entende son message. Il ne restait littéralement que quelques secondes avant que la bombe ne tombe, et les monstres ne s'en doutaient même pas à ce moment-là. Mais ils entendirent donc les paroles de Matsura et se dirigèrent rapidement vers la source du bruit. Le soldat est remonté dans la voiture et a immédiatement remarqué l'énorme monstre, réalisant qu'il avait en effet attiré l'attention des monstres. Alors, démarrant rapidement le moteur de la voiture, le gars a décidé de s'éloigner d'ici le plus vite possible. Il reste environ 10 secondes avant que le bombardement ne commence. Mais le soldat n'a jamais vu cet homme. Et ayant décidé d'abandonner l'idée de partir d'ici, le gars, au contraire, est entré dans la zone. Mais soudain, quelqu'un a frappé à la vitre de la voiture. En tournant la tête, Matsura vit un gars complètement calme. La première question de Sora était de savoir ce qu'il voulait dire lorsqu'il a dit quelque chose à propos du bombardement de la zone. Jetant un coup d'œil nonchalant à sa montre, le soldat ne put même pas répondre au gars, réalisant qu'il restait 1 seconde avant l'explosion. Dès que l'horloge indiqua exactement 5 heures, les bruits des avions commencèrent à se faire entendre au loin. Les chasseurs rapides ont commencé à larguer des bombes les unes après les autres. Et la première explosion s'est produite juste à côté des gars. Matsura commença à paniquer, craignant de sortir de la voiture, tandis que Sora lui-même se tenait calmement sur place.
C'était comme si une bombe était sur le point de leur tomber dessus. Une autre explosion a été entendue presque à proximité, réduisant en cendres toutes les ruines des bâtiments. L'un des fragments du bâtiment a volé directement sur le gars avec le soldat, mais Sora a facilement arrêté la pierre qui volait vers lui avec sa main. À ce moment-là, le quartier général était en pleine activité, observant l'opération spéciale. Quelques minutes après le début de l'attaque, le répartiteur a annoncé que le bombardement était terminé. Renji a immédiatement ordonné que les drones soient utilisés pour découvrir combien de monstres ils avaient tués et où se dirigeaient les survivants. Les drones n'ont montré aucun signe de vie. Et il s'est avéré que les monstres étaient toujours dans la zone bombardée. Et ceux qui se trouvent au centre des bombardements sont complètement indemnes. Renji s'est levé de sa chaise et a crié comment cela pouvait être possible. Mi, restant calme, a immédiatement demandé ce que montrèrent les drones. Mais la fille assise devant l'écran ne pouvait même pas bouger à cause de ce qu'elle voyait. Tout le monde dans la pièce se figea d'impatience. Tous les monstres semblaient avoir formé des boucliers en forme de dôme, et donc les bombes ne les ont même pas touchés. Mais ce qui était étrange, c'était l'homme inconnu aux cheveux blancs et au manteau noir parmi eux. L'homme se tenait clairement parmi les monstres impitoyables et se dirigeait calmement avec eux vers une autre zone. Les drones ont été presque immédiatement attaqués par des monstres et brisés, et la surveillance a cessé. En passant à un autre drone, la dernière chose visible était un énorme monstre aux yeux rouges, qui a tout aussi rapidement cassé l'appareil. Et ainsi, tous les appareils tombèrent en panne les uns après les autres. Les monstres ont brisé, mordu et détruit tous les drones qui volaient près d'eux. Finalement, le siège a perdu tout contact avec les caméras de surveillance. Mi se souvint qu'on leur avait déjà dit que cette vague était différente des autres, mais personne ne comprenait ce que c'était à ce moment-là. Et soudain, la fille s'est rendue compte que depuis tout ce temps, il savait ce qu'était la reconnaissance avec des drones. Yuasa regarda tout le monde autour de lui avec horreur. Et réalisant tout le danger de la situation, l'homme cria, ordonnant l'évacuation de tous les soldats de la garnison. Juste derrière lui, Mi donna l'ordre d'une retraite complète et de tenir les murs. Mais la fille assise devant le moniteur a dit avec horreur que les monstres ne se dirigeaient pas vers les murs. À cette nouvelle, tout le monde se tut à nouveau, horrifié. Mi, sans attendre de réponse, cria, demandant où ils allaient alors. La fille a pointé la carte sur le moniteur et a dit que les monstres se dirigeaient vers la zone B22. Et puis Mi s'est souvenu que c'était là que le mystérieux chasseur se dirigeait, et pourquoi alors les mauvais esprits iraient vers ce type. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour les conjectures, et la fille a simplement donné l'ordre d'envoyer tous les drones restants dans cette zone et de découvrir rapidement ce qui avait arrêté l'avancée des monstres. Pendant ce temps, la zone était presque vide. Il n'y avait pas un seul bruit, et personne n'était en vie. Seuls le soldat et le gars sont restés immobiles lorsqu'ils ont entendu les bombes cesser de tomber. Après être sorti de la voiture, Matsura regarda ses mains, réalisant qu'il était toujours en vie. Et fou de joie, le gars a commencé à crier dans la rue qu'il avait survécu. Mais Sora l'arrêta en disant qu'il était trop tôt pour célébrer. Car s'ils étaient vivants, alors les monstres l'étaient aussi et ils se dirigeaient certainement ici. Soudain, le gars tourna rapidement la tête en arrière, remarquant quelque chose qui volait vers lui. Et criant aux soldats de se coucher, il a esquivé au dernier moment. C'était un drone tombé en panne, que les gars ont esquivé à temps. Matsura remarqua que c'était le monstre qui avait brisé le drone, ce qui n'arrivait généralement jamais. Mais Sora dit qu'il était trop tôt pour être surpris. Il fallait comprendre à quelle distance les monstres étaient d'eux.